Émilie du Châtelet, 1706-1749. En Angleterre, ils avaient Newton et nous, en France, nous avions Émilie du Châtelet. Elle disait que le bruit empêchait de penser. Elle a écrit beaucoup de livres. Elle naquit le 17 décembre 1706 à Paris. Son nom complet était Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet. Elle était une mathématicienne, une physicienne et une femme de lettres. Son père était Louis-Nicolas Le Tonnelier, baron de Breteuil. Il était introducteur des ambassadeurs de Louis XIV. Sa mère était Gabrielle Anne de Froulay. Son père lui avait fait recevoir une éducation dispensée d'habitude aux garçons. Latin, grec, allemand, espagnol, mathématiques, physique, clavecin, chant, danse, équitation, etc. Les 4 enfants étaient élevés de la même façon à domicile. Ses parents invitaient souvent les grands savants de l'époque des Lumières et elle a pu les rencontrer ainsi. Chez ses parents, elle a dû sûrement croiser, outre Rousseau et Fontenelle, Voltaire. Le 20 juin 1725, elle épousait le marquis Florent Claude du Châtelet ou du Chastelet. Elle séjourna quelques mois à Semur en Auxois, en Bourgogne-Franche-Comté. Son époux en était le gouverneur. Là-bas, elle rencontra le mathématicien Marcel de Mézières. Son mari la laissait vivre comme elle le voulait. En 1726, Françoise Gabrielle Pauline naquit. L'année suivante est né Louis-Marie Florent du Châtelet. En 1734, Victor Esprit naquit, mais il ne vécut qu'1 an. Après la naissance de son dernier enfant, elle décida de reprendre ses études et prit Maupertuis comme professeur de mathématiques. Elle fut la maîtresse de Joseph Maribud, marquis de Guébriant, et de François Armand de Vignerot du Plessis, duc et maréchal de Richelieu. Attention à ne pas confondre avec le cardinal de Richelieu. Ce n'est pas la même époque, même s'il s'agit bien de la même famille. Elle eut aussi une liaison avec le mathématicien, astronome et philosophe Pierre-Louis Moreau de Maupertuis qu'Émilie du Châtelet rencontra en 1734 par le biais de Voltaire. Il lisait les travaux de Newton et fut le professeur d'Émilie. Elle se déguisait en homme pour le rejoindre au café Crado à Paris et participer ainsi au grand débat du siècle, dont entre autres la fameuse théorie sur l'attractivité. Maupertuis alla ensuite par lui-même jusqu'au pôle Nord, vérifier la théorie de Newton sur l'aplatissement des pôles, dont son curieux costume sur cette gravure. Le café Crado
se trouvait sur l'actuel quai du Louvre, quai de l'école à l'époque. Il était en concurrence avec le café Procope sur l'autre rive de la Seine, d'où l'origine de l'appellation rive gauche, rive droite. Elle eut une grande liaison qui dura 15 ans avec Voltaire, qu'elle rencontra en 1734. Il disait d'elle: tout en elle est noblesse. Son attitude, ses goûts, le style de ses lettres, sa manière de parler, sa politesse. Sa conversation est agréable et intéressante. Émilie accueillit Voltaire dans son château de Cirey parce qu'il avait des ennuis judiciaires à Paris à cause de ses écrits. Cirey était à la frontière lorraine et Voltaire ne pouvait pas être arrêté sur le domaine du roi Stanislas, le père de la reine de France, Marie Lesinska. Pour Émilie, Voltaire fit agrandir et rénover le château de Cirey en ajoutant des bains, un théâtre, etc. Voltaire admirait l'intelligence et le travail d'Émilie. À l'époque, le débat en physique opposait Descartes, soutenu par les savants français, et Newton. Voltaire commandait des instruments de science pour les expériences scientifiques qu'il faisait avec Émilie du Châtelet. En 1737, Voltaire concourait pour une étude sur le feu, concours organisé par l'Académie royale des sciences. Comme Émilie n'était pas d'accord avec les résultats de Voltaire, elle fit ce concours en secret la nuit. Ni Émilie ni Voltaire ne gagnèrent, mais ils furent publiés tous les deux. Émilie fut ainsi la première femme à voir ses travaux publiés par l'Académie. En 1739, elle rédigea un traité de physique pour son fils qu'elle publia de manière anonyme. En avant-propos, elle écrivait: Vous êtes, mon cher fils, dans cet âge heureux, où l'esprit commence à penser et dans lequel le cœur n'a pas encore des passions assez vives pour le troubler. C'est peut-être le seul temps de votre vie que vous pourriez donner à l'étude de la nature. Bientôt les passions et les plaisirs de votre âge emporteront tous vos moments, et lorsque cette fougue de la jeunesse sera passée, et que vous aurez payé à l'ivresse du monde le tribut de votre âge et de votre état, l'ambition s'emparera de votre âme. Et quand même, dans cet âge avancé, et qui souvent n'en est pas plus mûr, vous voudriez vous appliquer à l'étude des véritables sciences, votre esprit, n'ayant plus alors cette flexibilité qui est le partage des beaux-ans, il vous faudrait acheter par une étude pénible ce que vous pouvez apprendre aujourd'hui avec une extrême facilité. Dans cet ouvrage, elle se plaçait au-dessus des débats de l'époque et utilisait les travaux de Leibniz, Descartes et Newton. Elle y critiquait les mémoires de mathématiques et de physique de M. de Méran tirés des registres
de l'Académie royale des sciences de l'année 1728 et qui s'opposait au principe des forces vives de Leibniz. Cet ouvrage marqua le début d'une controverse scientifique entre Monsieur de Mairan, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et elle, ce qui mit une fin à l'anonymat de ses travaux. En 1746, elle fut reçue à l'Académie des sciences de Bologne, qui était la seule d'Europe ouverte aux femmes. En effet, ses travaux étaient traduits en italien. Selon la décade d'Augsbourg, elle était l'une des 10 savants les plus célèbres d'Europe. Le couple Voltaire-Émilie du Châtelet était régulièrement reçu à la cour du roi de Lorraine. Voltaire laissait parfois Émilie seule pour rencontrer des gens de la noblesse, comme par exemple le roi de France. Le 15, certains nobles ne voulaient pas voir Émilie. Par ailleurs, Voltaire trompait Émilie avec Madame Denis et le couple se sépara tout en restant amis. Pour rendre la pensée de Newton accessible au plus grand nombre, Émilie du Châtelet traduisit et commenta le livre de Newton, Principia Mathematica, Principes mathématiques. Elle avait déjà aidé Voltaire en 1738 à résumer l'œuvre de Newton lorsqu'il avait publié les éléments de la philosophie de Newton donnés par Monsieur de Voltaire, œuvre dans laquelle apparaît la désormais fameuse et peut-être imaginaire anecdote de la pomme. En 1748, Émilie tomba amoureuse du militaire, philosophe, conteur et poète Jean-François de Saint-Lambert. Il était l'amant de Madame du Boufflers, mais elle avait un autre amant, le roi de Lorraine en personne. Il tentait de la rendre jalouse, mais Madame du Boufflers et Madame du Châtelet étaient amies et l'intrigue échoua, puis devint une liaison de plusieurs mois au cours de laquelle Émilie tomba enceinte. Elle craignait de ne pas survivre à sa grossesse et se dépêcha de finir sa traduction de Newton et la fit enregistrer par la bibliothèque du roi. Le 4 septembre 1749, Stanislas Adélaïde naquit, mais Émilie mourut 6 jours plus tard, alors qu'elle n'avait que 42 ans. Voltaire en voulut énormément à Saint-Lambert de cette mort. Stanislas Adélaïde, elle, ne vécut que 20 mois. Émilie du Châtelet est inhumée dans l'église paroissiale Saint-Jacques de Lunéville
sous une simple dalle noire. Voltaire se battit pour s'assurer que les principes mathématiques soient publiés en 1756, 7 ans après la mort de son ancienne maîtresse. Le français était à l'époque la langue internationale et Émilie du Châtelet adaptait les calculs à une notation contemporaine héritée de Leibniz et commenta largement ses travaux. C'était donc bien plus qu'une simple traduction. Dans un premier temps, Émilie du Châtelet fut surtout célèbre pour les portraits faits d'elle par ses critiques, dont la marquise du Deffand ou la marquise de Créqui. Selon elle était peu féminine, collectionnait les amants, était bête et pédante. L'image la plus positive d'elle faisait d'elle la simple muse de Voltaire, sans voir qu'elle était une immense savante. Il fallut attendre le XXe siècle, les combats féministes d'après 1968 et les recherches d'Elisabeth Badinter pour que les écrits d'Émilie du Châtelet, parfois attribués à Voltaire, soient tous enfin attribués à leur véritable autrice. Il y a un opéra qui parle de sa vie qui s'appelle Émilie de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho sur un livret d'Amin Maalouf. Pour ma vidéo, j'ai regardé le très romancé film Divine Émilie d'Arnaud Sélignac et des vidéos sur YouTube, par exemple celle d'Argos raconte Newton était une femme et le numéro 7 de Sur les épaules de géante ou Émilie du Châtelet, mère des sciences françaises sur la chaîne Science for All. J'ai écouté 2 podcasts de Radio France, La marche de l'histoire du 24 août 2015 et Histoire de musique du 5 mai 2019. J'ai aussi consulté Wikipédia et d'autres sites internet que je mettrai en lien sous la vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. Tous déconfinés mais tous solidaires.